Le quartier des Thermes doit certainement son nom au dieu romain Terminus, dieu agricole, gardien des bornes et protecteur des routes et limites de territoire. De fait, l'endroit se situe au carrefour de voies antiques importantes, telle la fameuse Via Aurelia, qui traversait la cité de Mandelieu, appelée Mandolocum. Elle reliait Rome à ses municipes transalpins, et notamment Antibes, Antipolis, et Fréjus, Forum Iulii, la cité varoise créée par Jules César. À Mandelieu, la Via Aurelia se dédoublait, traversant d'une part l'Estérel par les Adrets et longeant d'autre part la côte en passant par Théoule et Aguet. Au Moyen Âge, le lieu était le point de convergence des droits féodaux sur un territoire que se partageaient les de Villeneuve, seigneurs de Lanapoule, les moines de Lérins et les chanoines du chapitre de Grasse. À la Belle Époque, le hameau des Thermes était le plus peuplé et le plus actif de Mandelieu. On y trouve de nombreux commerces et industries. 2 tuileries, une fabrique de bouchons, 8 épiceries, 5 boulangeries, 3 négociants en vin et 5 cafés. On peut apercevoir au détour de ces quelques vues des ouvriers devisant joyeusement et se désaltérant à la buvette du coin, tandis que les ménagères font leurs emplettes au bazar épicerie. Des enfants égayent la rue de leurs rires et de leurs jeux, cabriolant au-dessus des rails du tram qui sillonnent notre route nationale jusqu'au champ de course. Mais le quartier vibre également au son des chaleureuses rencontres du jeu de polo, importé récemment par les Britanniques depuis leur empire des Indes. Au cœur du quartier se détache l'imposante silhouette du Château Vieux, le relais médiéval de la poste aux chevaux. Il se trouvait sensiblement à égale distance du relais des Adrets, le logis de l'Estérel et du relais de Cannes situé au quartier Saint-Pierre. Une fresque murale récente rappelle la vocation première de l'édifice. Le maître des postes était un personnage officiel important, chargé de fournir des chevaux frais aux courriers, et donc responsable de l'entretien des bêtes. Il contrôlait les passeports des voyageurs et dirigeait tout un personnel composé de postillons, palefreniers, charretiers, lingères et autres domestiques. À côté de cette charge, il exerçait souvent celle d'aubergiste et parfois même de fermier, ce qui lui permettait de disposer de grains et de fourrage. Le postillon jouait également un rôle essentiel. Tout en veillant au bon déroulement du voyage, il avait la dure mission de conduire les diligences et autres voitures d'un relais à l'autre et de ramener ensuite les chevaux au pas après un repos réparateur. Revêtu d'un uniforme de couleur bleue avec parement rouge, il portait un haut chapeau de cuir ciré, des culottes en peau et des bottes en cuir bouilli pesant chacune 3 kilos. Celles-ci devaient lui éviter d'avoir les membres écrasés en cas de chute. Elles furent popularisées par Charles Perrault sous le nom de bottes de 7 lieues, distance moyenne entre les relais. Les journées d'un postillon étaient longues et pénibles. Il passait plus de 10 heures en selle, affrontant la poussière, les ornières
et parfois même les attaques de bandits. Parmi ces brigands, voleurs de grands chemins et terreur des voyageurs, on citera le fameux Gaspard de Besse, notre Robin des Bois régional, qui sévissait dans l'Estérel et avait son repère aux Adrets. Une fois le travail fini, le postillon avait tendance à se relâcher. Cette attitude lui valut la réputation de joyeuderie, aimant boire et plaisanter. Ce n'est pas par hasard qu'une célèbre marque de vin portait le nom de vin du postillon. L'écurie du Relais des Thermes ne comptait pas moins de 25 chevaux. Dans la salle publique éclairée aux chandelles, la table d'hôte mesurait 35 mètres. Que de nourriture à préparer, de vaisselle à nettoyer, de linge à blanchir et repasser. On peut, aujourd'hui encore, distinguer l'ancienne porte cochère s'ouvrant sur la placette à l'entrée de la rue Gandolph. Les attelages y entraient chevaux en tête pour sortir à l'autre bout de l'immeuble, dans l'impasse côté ouest. Tout ce trafic apportait beaucoup d'animation au quartier. On imagine l'atmosphère ambiante, le bruit des sabots sur le sol, le claquement des fouets, le hennissement des chevaux, les coups de marteau du forgeron, les cris et les appels de trompe du postillon. Mais le développement du chemin de fer et l'arrivée du train dans notre région en 1864 allait sonner l'arrêt de ce merveilleux ballet des malle-postes, coches, diligences et autres hippomobiles chargés d'acheminer le courrier et transporter les voyageurs. Dès le début du XIXe siècle, les boîtes aux lettres et les premiers facteurs font leur apparition en France. Et la ville de Mandelieu devra s'armer de patience avant de bénéficier d'un véritable service des postes. Longtemps, le courrier demeurera acheminé par un facteur rural venant quotidiennement de Cannes à pied. Le premier bureau de poste est installé au Terme en 1884 dans la maison Nivière, située à l'entrée de l'ancienne route de Pégomas, aujourd'hui dénommée Janvier Passero. En 1900, elle sera transférée sur l'avenue de Cannes. Plus tard, après la construction d'un nouveau groupe scolaire et d'une mairie au Terme en 1929, la Poste emménagera dans l'ancienne école des garçons. L'édifice, restauré et repeint, avait été garni d'une jolie treille. La Poste y demeurera jusqu'à l'inauguration en 1977 d'un hôtel des postes et télécommunications moderne sur la place Cassinca, devenu aujourd'hui le Mail Estérel Galerie. Intégré dans le projet du futur centre-ville, il devrait prochainement déménager à nouveau. Notre région est bien connue pour ses belles forêts de chênes lièges. Dès le début du XIXe siècle et les balbutiements de l'ère industrielle, l'abondance de matières premières va engendrer de nombreuses vocations d'artisans bouchonniers. L'écorçage des chênes lièges est une opération exigeant la technicité de vrais professionnels. En effet, le démasclage de la première écorce, ou liège mâle inutile, puis le levage du liège femelle ne peuvent se faire que manuellement et de façon très délicate, afin de ne pas endommager la mère, tissu générateur du liège, qui ne se reconstitue qu'au bout d'une période de 12 ans. En 1834, la famille Nicolas créait une bouchonnerie au Terme. La manufacture allait rapidement prospérer et devenir le cœur actif et laborieux de la cité. L'usine était, avec la tuilerie Caire, l'employeur principal du hameau. De fait, la fabrication du bouchon nécessite une importante main-d'œuvre. Les planches de liège doivent être récoltées, puis stockées et séchées.
Après commence le travail de l'ouvrier bouchonnier proprement dit, bouillage, tirage en bande et tubage du liège, ponçage, rognage, lavage, séchage, marquage, paraffinage, comptage et emballage des bouchons avant expédition. La fabrique Nicolas poursuivra longtemps une progression sans encombre. Mais de violents incendies et surtout la malveillance de concurrents déloyaux provoquent la faillite de l'entreprise en 1903. C'est un lointain cousin varois qui courageusement va reprendre le flambeau. Il s'appelle Laurent Gandolf. Cet homme brillant et courageux va beaucoup apporter à la ville de Mandelieu, dont il sera élu maire de 1908 à 1939. Après avoir créé une première bouchonnerie à Calian, puis une autre à Puget-sur-Argent, il rachète en 1905 la bouchonnerie en faillite des Nicolas, assurant très vite le redémarrage de l'entreprise mandolosienne. Il perd malheureusement son fils Léon au cours de la guerre 14-18. C'est dès lors, avec l'aide de son gendre Félix Bertin, qu'il donne une nouvelle dynamique à la fabrique. Il décède en 1943. La famille poursuivra l'œuvre de Laurent Gandolf. Ses petits-enfants, Geneviève Tessier, Léon et Gaston Bertin, vont mettre toute leur énergie dans l'entreprise, sachant la faire évoluer au gré des mutations économiques et la maintenir compétitive. Cependant, bien que prospère, l'entreprise souffre de la vétusté de ses ateliers et de ses bureaux. En 1999, Jacques Tessier quitte Mandelieu pour s'installer à Valoris. La bouchonnerie des Thermes ferme définitivement ses portes. Comment évoquer le quartier des Thermes sans avoir une pensée pour tous ceux, petits et grands, qui ont su lui donner une âme, lui forger son identité? Je veux parler des artisans, commerçants, ouvriers, cultivateurs et de tous les thermolans en général. Grâce aux témoignages recueillis, nous allons remonter le temps et les retrouver. Et tel un enfant né aux Thermes, nous pourrons jouer à la marelle sur ce merveilleux terrain de jeu, au croisement de plusieurs rues animées, sur un carrefour mythique et intemporel. La famille Fracchia a racheté l'ensemble de Châteauvieux. Elle a su redonner vie à l'ancien relais, transformé en auberge conviviale, tout en développant une entreprise de transport. Avec ses deux fils, Dante et Jean, Mémé Fracchia règne sur le restaurant des voyageurs. Qui de nos anciens a pu oublier le fameux « Moi, mes tripes, je me les fais » lancé depuis sa cuisine. Marguerite tient l'épicerie, à l'autre angle du bâtiment, la boucherie des Sénéca. De nombreuses familles habitent l'immeuble Châteauvieux. Non loin, les ouvriers bouchonniers logent dans des bâtiments annexés à l'usine. Tout ce petit monde apporte beaucoup d'animation au quartier. En remontant l'avenue de Cannes, on découvre de nombreux commerces. Un marchand de vin, une droguerie, un coiffeur, le bazar universel, une boulangerie, un menuisier, un cordonnier, un grainetier, le marchand de pêche ou de fraises du Tanneron et encore des cafés. On arrive à Châteauneuf, vaste logement où bien des Mandolosiens ont vu le jour. Là se trouve la vannerie Guibaudot, une cordonnerie et la forcerie de Mimosa de Justin Blanc. Plus loin, la supérette Therméco, la pharmacie Lapouge, le charbonnier Tardieu, l'hôtel Lavigne, le garage des Thermes. Enfin, la ferme Jacquin, qui abrite nos précieuses archives municipales.
l'ancien pavillon des sports, restaurant de l'hippodrome converti en dancing, et la station d'essence BP. En empruntant la route de Pégomas, on aperçoit la poste et sa jolie treille. Sur la placette, un lavoir. C'est là que les Mandolossiens viennent distiller l'eau de vie dans un grand alambic. Plus loin, la crèmerie Le Bon Lait et l'étal du poissonnier. Certains se souviennent encore de sa façon familière de haranguer la clientèle d'un tonitruant « Aujourd'hui, Colin, maquereau du pays !» Il visait sans vergogne le maire de l'époque, le docteur Antoine Colin, dont la maison se situe à 2 pas. Dans le même alignement, l'hôtel de Provence et le café de la mairie, en face, l'école des filles et celle des garçons, disposées de part et d'autre de la toute nouvelle mairie. À côté, la famille Béguier tient une entreprise de dépannage et de mécanique, l'Estérel Garage. En 1959 débutent les travaux de construction de l'autoroute et de son péage. Dans l'impasse débouchant sur l'avenue de Cannes se trouve la forcerie du Mimosa des Nivières-Grosso. Non loin, un coiffeur et toujours des cafés. Après-guerre, un cinéma s'installe dans l'immeuble actuellement occupé par le restaurant de cette taille. En face, le ferronnier et le maréchal Ferrand. Plus loin, le garage Total. Cependant, si le quartier des Thermes regorge de commerce, il demeure essentiellement rural. Partout, le regard se pose sur des champs de pastèques, de melons, de maïs ou de pommes de terre. Sur des vergers, des vignes et autres lopins de terre cultivés de légumes et de fleurs. On peut croiser les vaches des Jacquins, des Sivaléry ou des Frakia. Les enfants se disputent l'honneur de pouvoir les conduire en pâture sur le jeu de polo ou sur le champ de course. Il n'est pas rare non plus d'apercevoir un berger et son troupeau de moutons. Bref, tous les témoignages concordent pour nous raconter un lieu où il fait bon vivre. Retournons faire une dernière balade aux Thermes, balancée entre passé et présent.
parions ensemble sur l'avenir. Le projet du futur centre-ville devrait permettre au quartier des Thermes de retrouver toute sa convivialité et son animation d'antan. À nous d'y veiller, afin de pouvoir transmettre aux générations futures d'aussi beaux témoignages du bonheur de vivre à Mandelieu-la-Napoule.